Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de French Morning. Alors, on va être ensemble pendant un peu plus d'une heure. On va parler fiscalité, déclaration de vos revenus aux États-Unis. Quelles sont vos obligations fiscales si vous êtes résident Bonjour américain? à tous, merci d'être avec nous pour un ce petit nouveau webinaire problème de son. de French. Voilà, ça va mieux. Et on a la chance de recevoir, comme on l'a déjà fait par le passé, deux experts de la matière qui vont nous parler pendant cette heure, qui vont aussi faire cette présentation et puis répondre à vos questions. Évidemment, vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur le Zoom ou sur LinkedIn, si vous nous suivez en direct sur LinkedIn, en commentaire. Et puis sur le Zoom, c'est très facile. Il y a une section questions-réponses. N'hésitez pas à le faire. On donnera aussi évidemment les coordonnées de nos deux experts pour que vous puissiez les contacter directement. C'est donc Jean-Philippe Sora qui est ici, qui va se présenter à vous dans quelques secondes, qui est un expert notamment en fiscalité, expert comptable et qui du cabinet Massa, c'est ça, et qui va être aux côtés de Michael Vandermel, avocat du cabinet Carton Fields. Lui, il est spécialiste fiscalité, droit des affaires, succession, entre autres choses. Voilà, vous avez devant vous deux des meilleurs experts de la matière, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour préparer votre feuille d'impôt. Le clock is ticking, c'est le 17 avril, la deadline aux États-Unis pour remettre, si ma mémoire est bonne, ça dépend des États, je crois 17 ou 18, mais pour remettre sa déclaration de revenus. Sachez aussi qu'à French Morning, on essaie de vous aider. À côté de ce webinaire, on a aussi un guide qui est paru cette semaine, guide de la fiscalité aux États-Unis, qui permet de vous aider à faire vos déclarations, à comprendre comment les choses se passent. Vous pouvez le retrouver sur frenchmorning.com, évidemment. Et ceci étant dit, je laisse la parole tout de suite à Michael Vandermel pour commencer cette présentation. Oui, bonjour à tous et je vous remercie Emmanuel pour cette introduction. En effet, l'objet de cette présentation aujourd'hui est de vous communiquer certaines informations que Jean-Philippe et moi-même penseront utiles et pratiques en vue du délai fiscal qui approche, donc le dépôt de votre déclaration personnelle. D'autre part, nous voulons vous communiquer des informations très générales concernant vos obligations déclaratives aux États-Unis en tant que contribuable américain, que vous viviez aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Et troisièmement, si vous êtes une personne qui s'identifie à avoir un manque dans vos obligations déclaratives, sachez que Jean-Philippe et moi-même travaillons avec de nombreux contribuables américains francophones sur des problématiques transfrontalières, France, US et d'autres pays, Belgique, Suisse, Canada, sur des problématiques de régularisation fiscale. Et donc, il existe différentes procédures pour régulariser votre situation, mais qu'il ne faut pas s'alarmer ou s'inquiéter. Il suffit simplement de contacter les bons professionnels. Jean-Philippe et moi-même peuvent définitivement vous accompagner là-dessus. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va nous expliquer très généralement les obligations déclaratives du contribuable américain. Bonjour à tous, merci à tous les deux pour cette introduction. Effectivement, comme le disait Michael, l'idée aujourd'hui est de vous apporter des clés et surtout vous éviter de tomber dans certains oublis, qu'ils soient volontaires ou non, parce qu'ils pourraient vous coûter très cher. Donc, voilà, nous allons commencer tout de suite. Je vais partager notre présentation que nous avons faite avec Michael. Et où est-elle passée ? Excusez-moi, elle est prête, elle est là. Bon. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Elle est là, mais… Elle arrive. C'est bon, allez. Je peux témoigner qu'elle était là pendant la préparation il y a quelques minutes. Donc tout va bien. Hop, super. Alors, pourquoi je ne peux pas… j'ai les boutons… OK. Donc, allons-y. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous portez un intérêt, sûrement que vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous devez déclarer aux États-Unis. Donc, commençons bien sûr par la base. Quelles sont mes responsabilités fiscales en tant que contribuable américain? Eh bien, sachez qu'il y en a deux. Il va falloir déclarer
vos revenus mondiaux, parce que les États-Unis imposent sur l'ensemble des revenus mondiaux, et puis déclarer vos actifs financiers, donc tout ce que vous détenez en dehors des États-Unis. En termes de revenus mondiaux, certains pensent que souvent, le grand classique, on a un bien immobilier qui est situé en France, il est loué, on paye des impôts en France en tant que non-résident, donc on n'a pas besoin de déclarer ces revenus-là aux États-Unis. C'est faux, il va falloir aussi les déclarer aux États-Unis et on aura des jeux de crédit d'impôt. Donc on va vraiment déclarer aux États-Unis tout ce que l'on gagne partout dans le monde, même si ça a été imposé dans le pays source des revenus. Après, il y aura des mécaniques de crédit d'impôt. Au niveau des actifs étrangers, tout ce que vous détenez à l'étranger, eh bien, il va falloir déclarer, dépendant du dépassement de certains seuils, vos comptes bancaires, mais pas seulement. On aura les comptes courants, PEL, livret A, assurance vie, PEA, plan retraite, voilà, tout ce qu'on peut imaginer que vous détenez à l'étranger. Si vous avez un doute, eh bien, il faut venir poser des questions à des professionnels comme nous qui pourront vous guider. Et nous allons retracer, parce que c'est vraiment la clé de tout ce webinaire, ce n'est pas tellement vous expliquer comment on remplit une 1040 avec toutes ces annexes, mais davantage nous axer sur les formulaires déclaratifs relatifs aux actifs étrangers, parce que c'est eux qui, en cas d'oubli, en cas d'erreur, vont vous coûter très cher. Voilà, donc on va passer sur certains dont vous aurez déjà entendu parler, les FBAR, le 8938, et puis il y en a d'autres qui sont moins courants et qui sont très souvent oubliés, le 50K71, les 8865, et j'en passe. Maintenant, Michael, je te laisse la parole pour nous dire qui est considéré comme un contribuable américain. Oui, donc Jean-Philippe, en effet, c'est très important, c'est une question très pertinente, parce qu'une fois qu'on est contribuable américain, on a en effet ces deux obligations majeures, qui est un, déclarer ses revenus universels, et deux, déclarer ses actifs financiers dans le monde entier. Donc, qui est un contribuable américain? Il y a trois tests clés. Le contribuable, le premier, c'est la citoyenneté américaine. Donc, si vous êtes citoyen américain de par naissance ou de par le processus de naturalisation, vous êtes un contribuable américain et vous avez ces obligations déclaratives, et cela, quel que soit le fait que vous viviez aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Resident permanent, US permanent resident, donc résident permanent US. Ça, c'est la détention de la carte verte. La même chose que vous détenez, une fois que vous détenez la carte verte, que vous vivez aux États-Unis ou en dehors des États-Unis avec la carte verte, vous devez continuellement déclarer votre situation fiscale aux États-Unis. Il ne suffit pas de quitter les États-Unis en possession de votre carte verte, la découper et se dire « j'ai plus rien à faire ». En effet, les obligations sont continues et pour les stopper, il faut faire une demande formelle aux autorités d'immigration et fiscale d'abandon de sa carte verte ou de sa citoyenneté pour éviter d'être dans cette situation continue en termes d'obligations déclaratives américaines. Le troisième test s'applique aux contribuables qui sont en possession d'un visa non immigrant, donc par exemple un visa E2, un visa L1, un visa de travail, d'employé H1, O1, de personnes exceptionnelles. Quand on a ce type de visa, donc un visa non immigrant, il faut compter ses jours de présence sur le territoire américain. Et si on passe beaucoup de temps aux États-Unis, on devient contribuable américain et on a ses obligations déclaratives aux États-Unis et sur ses actifs mondiaux. Donc, comment s'applique ce test-là? Il y a deux critères importants. Au cours de l'année courante, donc pour déterminer si quelqu'un est contribuable américain, par exemple sous un visa O1 en 2022, il faut regarder première étape si cette personne a passé un minimum de 31 jours au cours de l'année 2022. Donc si c'est le cas, on passe au prochain test. Est-ce que cette personne a séjourné plus de 183 jours sur une période de 3 ans? Et on calcule les jours de la façon suivante, c'est-à-dire que chaque jour de présence sur l'année 2022 compte un jour. Les jours de présence sur l'année N-1, donc 2021, comptent un tiers d'un jour. Et puis N-2, les jours de présence en 2020, comptent un sixième d'un jour. Et si on fait ce calcul, on doit refaire chaque année pour identifier si on est contribuable américain, et on dépasse 183 jours et on dépasse ce premier seuil de 31 jours, on est classifié comme un contribuable américain. Donc, une fois qu'on remplit un de ces trois tests, on a ces deux obligations majeures, déclarer ses revenus dans le monde entier et ses actifs financiers dans le monde entier.
Voilà, on peut passer à la prochaine slide. Jean-Philippe. Nous allons rentrer dans le vif du sujet en partant sur le formulaire FBAR qui vous permet de déclarer vos comptes financiers étrangers. Quand on parle de comptes financiers, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas forcément que les comptes bancaires de type compte courant. On va aussi avoir tout ce qui va être compte épargne, PEL, livret A, LDD, assurance vie, pension, toutes ces choses-là qui devront être déclarées au sein du FBAR si l'on dépasse certains seuils. Alors, nous allons fonctionner par exemple, plutôt que d'avoir quelque chose de très rébarbatif et très théorique. Nous avons regroupé avec Michael les principales questions en fait, qui nous sont posées par nos clients ou sinon les principaux manquements que nous avons vus lors de procédures de régularisation. Alors, juste une question que je vois apparaître, j'aimerais bien répondre, c'est sur le sujet. Si on a un ESTA, bien sûr qu'on doit appliquer les jours de présence pour déterminer si on est contribuable américain sous le test des 183 jours. Mais sur le FBAR, donc je vais lire le premier exemple et Jean-Philippe, tu vas me dire si le contribuable doit faire une déclaration FBAR ou pas. Donc, je possède un compte courant à l'étranger, son solde maximum ne dépasse jamais 10 000 $ au cours de l'année. Dois-je faire un FBAR, Jean-Philippe? Eh bien non, il n'y a pas de FBAR à faire parce que pour être soumis à l'obligation FBAR, il faut que le solde maximum cumulé de l'ensemble des actifs étrangers détenus dépasse 10 000 $. Donc là, si on est en dessous de 10 000 $, eh bien, il n'y a pas de FBAR à faire. Maintenant, Michael, si je possède un compte courant et 2 comptes épargnés à l'étranger, que le solde maximum de chacun est de 3 000, 4 000 et 5 000 $, eh bien, que dois-je faire? Donc ici, le contribuable a une obligation déclarative vis-à-vis du FBAR. Comme Jean-Philippe l'a expliqué, c'est le solde maximum cumulé de chacun des comptes à n'importe quel instant de l'année qui s'applique lorsqu'on détermine si on dépasse le seuil des 10 000 $. Même si vous avez plusieurs comptes en dessous de 10 000, c'est le solde dans leur totalité qui s'applique. Donc ici, il y a une obligation de FBAR. Et donc, juste, j'ajoute un petit point pour aller plus loin. Certains, on le voit souvent chez les clients, certains ont des comptes type compte courant sur lesquels il y a 0. Et bien, même s'il n'y a rien sur le compte courant, du moment qu'il est ouvert et qu'on dépasse les seuils via les autres comptes, eh bien, il faut déclarer ce compte-là. En effet. Donc, l'exemple 3, je suis cotitulaire d'un portefeuille d'actions à l'étranger avec mon père, qui lui est non contribuable américain, et le solde maximum au cours de l'année du compte est de 18 000 $. Est-ce que j'ai une obligation déclarative FBAR? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que ce portefeuille apparemment est détenu dans un compte titre et même s'il est co-détenu avec ton père, Michael, on ne va pas diviser la valeur maximale par 2 pour faire 50-50. On va prendre vraiment le maximum du compte. Là, on déclare la valeur maximale qui est sur le compte, donc 18 000 $. Si on est au-dessus des 10 000, on doit déclarer. Voilà, et juste pour être clair, il faut prendre en considération tous vos actifs financiers. Donc ici, si c'est le seul actif que vous avez, ça déclencherait une obligation déclarative FBAR. Donc, alors maintenant, Michael, si toujours dans les parents qui habitent à l'étranger, ma mère n'est pas contribuable américaine, elle est titulaire d'un compte à l'étranger, et elle m'a donné procuration sur le compte. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, potentiellement, il y a une obligation déclarative FBAR en fonction des seuils. Il faut prendre ce compte en considération lorsqu'on détermine si on dépasse le seuil des 10 000 $. Pourquoi? Parce que non seulement il faut déclarer les comptes financiers situés à l'étranger dont j'ai une détention directe, où je suis le titulaire, mais aussi les actifs financiers où j'ai un mandat, où je suis mandataire et où j'ai une procuration sur le compte, même si je n'ai pas un intérêt économique ou titulaire du compte. Donc, il faut le prendre en considération. Donc, en fonction des montants, oui, potentiellement, un FBAR devrait être fait et déclarer ce compte-là aussi. Alors, super. Numéro 5, mon père, non contribuable américain, me fait donation de la nue propriété de son compte titre à l'étranger. Jean-Philippe.
Eh bien là, c'est la même chose que pour la co-titularité. Et souvent, d'ailleurs, c'est un point qui est oublié. Les clients qui ont la nue propriété de certains actifs oublient de les déclarer parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien, mais c'est faux. Vous avez une propriété qui est la nue propriété. Et là, on va déclarer de la même manière la valeur maximale du compte, évidemment à condition que la condition des 10 000 $ en cumulé à n'importe quel moment de l'année soit respectée. Maintenant, et ça d'ailleurs, cette question-là, je l'ai vue dans les questions qui sont posées dans le chat. Mes enfants mineurs contribuables américains ont chacun un livret d'épargne à l'étranger dont le solde maximum dépasse 10 000 $. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, l'obligation de faire le FBAR, c'est l'enfant qui l'a, d'accord? Donc lui doit, comme les adultes, identifier s'il a un ou plusieurs comptes qui dépassent le seuil des 10 000 $. S'il en a un, il doit faire le FBAR. Si il ne peut pas le faire du fait qu'il est mineur, la responsabilité, selon les autorités FinCEN aux États-Unis, requiert que c'est les parents qui remplissent le FBAR et signent le formulaire FBAR pour leur enfant mineur. Donc ici, si ça dépasse 10 000 $, il faudra faire une déclaration FBAR pour les enfants. Numéro 7, j'ai le contrôle d'une société étrangère qui possède un compte courant. Jean-Philippe. Eh bien, alors, si on répond à la notion de contrôle, c'est-à-dire on a la majorité des droits de vote de la société et qu'on contrôle effectivement la société, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir certainement un droit de signature sur ce compte-là et il va falloir l'intégrer au FBAR, évidemment, sous réserve des conditions de dépassement des seuils de 10 000 $. Donc, juste pour récapituler, FBAR, il faut déclarer les comptes financiers situés à l'étranger dont on a la détention directe ou on a une détention indirecte potentiellement en fonction du contrôle. Et troisièmement, si on est signataire sur le compte. D'accord? Donc, le numéro 8, Jean-Philippe, c'est ça? Oui. Alors, je suis actionnaire d'une société américaine. Celle-ci possède un compte à l'étranger. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Alors, potentiellement, donc pas l'actionnaire, mais la société. Donc ici, c'est juste un exemple pour illustrer que le FBAR ne s'applique pas qu'aux personnes physiques, mais aux sociétés. Donc, si vous avez une société américaine, que ce soit une C-Corp, une LLC ou un partnership aux États-Unis, et que cette entité détient un compte financier à l'étranger qui dépasse les seuils des 10 000, la société elle-même aura peut-être potentiellement, ou devra bien sûr, si ça dépasse 10 000, faire remplir une déclaration FBAR. Donc, le numéro 9, dernier. Je possède une assurance vie, une pension, plan retraite, fonds commun, compte titre à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum dépasse 10 000 au cours de l'année. Que dois-je faire, Jean-Philippe? Eh bien, effectivement, il faudra déclarer. Ce ne sont pas des comptes bancaires, mais ça reste des actifs financiers qui sont hébergés par des institutions financières. Donc, on va les déclarer. Juste petite précision, parce que la question a été posée, quand on parle de comptes ou d'actifs étrangers, c'est effectivement tout ce qui est hors US. Voilà. Oui, en effet, précision. C'est en dehors des États-Unis. Donc ça conclut notre… Voilà, et donc maintenant, nous poursuivons sur un autre formulaire qui reste très important et qui, lui, est souvent oublié. Le 8938, Michael, je te laisse la parole. Oui, donc le formulaire 8938 recoupe certaines informations qui est demandé par le FBAR, tout simplement parce que c'est deux autorités différentes aux États-Unis qui demandent ces informations. D'un côté, le FBAR, c'est FinCEN, donc c'est les autorités qui visent à lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent et qui veulent obtenir certaines informations sur les contribuables qui ont des comptes à l'étranger non déclarés. Et puis, le formulaire 8938 qui est régi de la loi FATCA, qui lui aussi demande certaines informations, mais est demandé par la trésorerie et le gouvernement américain. Ce formulaire-là requiert qu'on déclare ses actifs financiers, donc ça inclut les comptes bancaires, les comptes titres, les comptes d'investissement, les pensions, les assurances-vie, etc. La seule différence avec le FBAR, ou une différence majeure, c'est le seuil déclaratif qui varie de 50 000 à 600 000 $ en fonction de la situation du contribuable. D'accord. Typiquement, les éléments à prendre en compte, c'est est-ce que cette personne est célibataire ou mariée? Si mariée, est-ce qu'elle remplit un joint return ou séparé? Est-ce que cette personne vit aux États-Unis ou en dehors des États-Unis? En fonction de ça, les seuils déclaratifs peuvent varier, comme je l'ai dit, entre 50 et 600 000 en fonction de la situation. Et donc, ce n'est pas 10 000 $ comme le FBAR. Donc, premier exemple pour illustrer.
Alors, Michael, je suis célibataire, je réside aux États-Unis et je possède un compte courant et un compte épargne à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 75 000 au cours de l'année et le total cumulé des soldes au 31 décembre ne dépasse pas 50 000. Qu'est-ce que je fais? Alors ici, première chose, compte courant, compte épargne sont des actifs financiers qu'il faut déclarer sur le 8938 puisqu'ils sont en dehors des États-Unis, situés en dehors des États-Unis. Et deuxièmement, du fait que le contribuable est célibataire et qu'il réside aux États-Unis, le seuil est de 50 000 $ au 31 décembre ou 75 000 $ à n'importe quel moment de l'année. Et donc, il faut prendre ces valeurs-là en compte du compte courant et du compte épargne pour déterminer si on dépasse ces seuils. Dans le cas présent, ce n'est pas le cas, donc il ne devrait pas y avoir un formulaire 8938. Donc, Jean-Philippe, même situation que 1, mais cette fois-ci, je possède aussi un bien immobilier à l'étranger en nom propre dont la valeur est de 1 million de $. Une question qui nous est souvent posée, j'ai un bien immobilier, comment est-ce que je dois le déclarer? Est-ce que ça rentre en compte sur le 8938? Effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Eh bien, tant que le bien est détenu en direct, donc à votre nom propre, il n'est pas à intégrer au 8938. Par contre, attention, si le bien est loué, ça ne vous exempte pas d'aller déclarer vos revenus fonciers sur votre déclaration américaine via le Schedule I. Mais au niveau 8938, on n'a pas à l'intégrer. Michael, on est dans la même situation que dans le 1, mais cette fois-ci, le bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis 50% actionnaire. Est-ce que ça change quelque chose? Donc oui, contrairement au FBAR, un point à identifier, c'est que le formulaire 8938 ne s'applique pas qu'aux comptes financiers, donc les comptes bancaires, ça s'applique aussi à vos actifs financiers, incluant des parts de sociétés diverses situées en dehors des États-Unis. Donc, du fait que vous avez des parts d'une SCI, il faut les déclarer sur le 8938 si, bien sûr, vous remplissez les seuils déclaratifs, ici 50, 75 000 pour un célibataire, et du fait qu'on détient 50% de cette SCI et qu'on présume que la valeur des actions est de 50% de la valeur du bien immobilier, on dépasse largement le seuil et donc je déclarerai les actions de ma SCI sur le 8938. Donc, même situation que 1A, sauf que mon bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis 50% actionnaire en nue propriété. Est-ce qu'avoir la nue propriété change quelque chose, Jean-Philippe? Alors non, pas du tout. Ça va changer en termes de valeur, mais en termes d'obligation déclarative, eh bien, ça restera la même chose. Vis-à-vis du 8938, attention. Voilà, donc du moment qu'on ne dépasse pas les seuils, on n'a rien à déclarer. Si on dépasse les seuils, on va venir déclarer. Maintenant, Michael, on aura la même situation, sauf que le bien immobilier est détenu par une SCI dont je suis le seul actionnaire. Et cette SCI détient aussi un compte courant. Qu'est-ce que je fais? Alors, cet exemple illustre une faute qu'on voit souvent chez nos clients, c'est que typiquement, le 8938 demande à ce qu'on déclare les actifs qu'on a en détention directe. Donc, si j'ai une société qui détient un compte courant, est-ce que je dois déclarer aussi le compte courant ou le compte d'investissement, peu importe le compte que détient cette société, est-ce que je dois aussi l'inclure sur mon 8938? La règle générale, c'est non. Mais si l'entité que vous détenez est classifiée du point de vue fiscal aux États-Unis comme un disregarded entity, donc une entité qui n'existe pas du point de vue fiscal aux États-Unis, il faut déclarer les actifs de la société qui seraient aussi inclus sur le 8938. Dans le cas d'une SCI qui est détenue à 100%, ce serait ce cas-là. Donc en effet, Jean-Philippe. Donc passons à B. Même situation que 1, Jean-Philippe, mais j'ai aussi une reconnaissance de dette à l'étranger et le montant prêté est d'une valeur de 150 000. Donc l'exemple, j'ai prêté 150 000 à ma société en France ou à mon ami et j'ai une reconnaissance de dette. Est-ce que je dois déclarer cela sur mon 8938? Eh bien, effectivement, la réponse est oui, puisque la reconnaissance de dette, en fait, c'est un contrat qui a une valeur et donc il va falloir le déclarer sur le 8938. Je me permets juste de répondre à une question là parce que je la vois on a énormément de questions sur le Q&A. On va essayer de répondre à toutes les questions à la fin. Et là, je vois quelqu'un qui a demandé à TurboTax s'il devait déclarer son compte courant
qu'il a à l'étranger. Et la personne de TurboTax lui a répondu que s'il n'y avait pas eu d'intérêt sur le compte courant, eh bien, en gros, il n'y a rien à faire sur sa déclaration de revenus. Donc là, je crois que c'est madame, écoutez, il faut vraiment se fier à ce que nous disons, à la loi, même si vous n'avez pas perçu d'intérêt, si vous dépassez les seuils 8938 et FBAR étant une déclaration distincte de votre déclaration de revenus, il va falloir déclarer le compte. Sinon, vous encourez des pénalités importantes sur lesquelles Michael reviendra tout à l'heure. Oui, sur ce point, Jean-Philippe, j'aimerais bien mentionner parce que pour certains de nos des contribuables américains qui ont des comptes à l'étranger, donc c'est important de déclarer le compte, mais il faut aussi déclarer les revenus générés par ce compte. Donc, quand on a un compte épargne qui génère des intérêts, il y a un formulaire spécifique qu'on utilise qu'on appelle le Schedule B, une annexe au 1040. Ce Schedule B est séparé en 3 parties. Partie 1, les intérêts que je perçois, que ce soit des intérêts de source américaine ou en dehors des États-Unis. Donc, si j'ai des comptes épargne qui génèrent des intérêts, je dois les déclarer là. Partie 2, c'est les dividendes. Donc, si j'ai des dividendes perçus aux États-Unis, source américaine ou à l'étranger, je dois les déclarer là aussi. Et puis, troisième partie, ça c'est vraiment la partie que je veux souligner, qui est souvent oubliée. C'est une partie qui demande, il y a une petite question qui demande, est-ce que vous avez des comptes financiers à l'étranger et est-ce qu'avez-vous une déclaration FBAR à faire? Et la plupart de nos clients oublient de répondre à cette question-là parce qu'ils ne regardent pas leur déclaration préparée par leur comptable. Et souvent, ils indiquent que non, ou s'ils ont des comptes, ils mettent qu'ils n'ont pas l'obligation de l'FBAR et ils cochent la fameuse case 7B du formulaire qui pourrait indiquer que vous êtes en tort de vos obligations fiscales américaines et que ça pourrait être un indice que voilà, vous avez menti sur votre déclaration. Donc, faites très attention à ce que vous dites et la meilleure solution, c'est de lire les instructions ou de prendre conseil auprès d'un avocat ou d'un comptable pour s'assurer que vous faites les choses bien. Est-ce qu'on a fini sur le 8938, Jean-Philippe? Il reste une question que je t'adresse, Michael. Oui. Célibataire, je réside en dehors des États-Unis et je possède un compte courant et un compte épargne à l'étranger dont le total cumulé des soldes maximum ne dépasse pas 300 000 $ au cours de l'année et le total cumulé des soldes au 31 décembre ne dépasse pas 200 000 $. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Alors, ici, non, puisqu'il ne dépasse pas le seuil, mais l'idée, c'est de comprendre que le seuil du formulaire 8938 varie en fonction de la situation du contribuable. Ici, c'est un célibataire qui réside en dehors des États-Unis, donc les seuils augmentent et c'est 300 000 à n'importe quel moment au cours de l'année ou 200 000 au 31 décembre. Donc, si on en est en dessous, il n'y a aucune déclaration 8938, alors que ce même célibataire, potentiellement, s'il vivait aux États-Unis, aurait un 8938. D'autre part, si vous êtes marié ou que vous vivez marié en dehors des États-Unis, comprendre qu'il y a encore d'autres barèmes à identifier, d'autres seuils qui pourraient s'appliquer. Donc faites attention, identifiez votre situation et confirmez si oui ou non vos actifs financiers qui comportent de nombreuses choses sont pris en compte pour le 8938. Donc maintenant que nous avons fait le tour des FBAR et 8938, on va entrer dans un niveau de complexité supplémentaire qui concerne tout ce qui va être les… Ah non, excusez-moi, je suis un peu en avance. Non, là, c'est… Le formulaire 3520 est toujours aussi complexe. Mais c'est vrai, c'est vrai. On voit beaucoup d'erreurs. Mais le formulaire 3520, il y a différentes parties de ce formulaire. Il y a une partie qui est partie 1 à 3, réglemente différentes transactions liées à des trusts ou des fiducies situées à l'étranger. On ne va pas aborder cela lors de notre présentation parce qu'on remarque que nos clients francophones n'ont souvent pas des trusts à l'étranger, même si moi je monte ce type de structure pour mes clients très fréquemment. Quand ils arrivent aux États-Unis, ce n'est pas une structure qu'ils ont nécessairement et donc il n'y a pas nécessairement un point grand à faire ici, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus. Mais le point important, c'est les déclarations de donation et héritage de personnes résidant en dehors des États-Unis. Donc, je reçois une donation de mon père, mon grand-père décède, j'hérite d'actifs en dehors des États-Unis, que dois-je faire? Donc, exactement, ça, c'est une des erreurs. Le 3520 et je dirais le formulaire en visualisant l'ensemble de nos clients qui a été le plus souvent oublié par les clients. Ils reçoivent une donation en France, ils ont fait toute
Ils ont suivi tout le cheminement administratif français et puis ne déclarent rien aux États-Unis. C'est quasi automatique en fait. Et les gens ne se posent pas la question. Donc, il faut bien penser à remplir ce formulaire-là si on dépasse les seuils dont nous allons parler. En effet. Donc, première question, Jean-Philippe. Mon père, non contribuable américain, me fait don d'une somme de 50 000 $ en 2022 qu'il transfère sur mon compte courant à l'étranger. Donc, comprenez que c'est probablement des sommes d'euros s'il est en France, mais on a converti en dollars, qu'il faudra convertir de toute façon pour identifier si vous remplissez les seuils déclaratifs du formulaire 3520. Que dois-je faire, Jean-Philippe? Alors, le seuil étant de 100 000 $, le seuil déclaratif, eh bien là, il n'y a rien à faire au niveau du 3520. Par contre, attention, étant donné que vous recevez 50 000 $ sur votre compte à l'étranger, attention aux obligations FBAR et 8938. FBAR, il est évident qu'avec ce montant-là, vous êtes au-dessus des 10 000. 8938, peut-être pas, mais attention. Alors maintenant, Michael, tu as quelque chose à dire? Non, allez, vas-y. Okay. Si au cours de la même année, mon grand-père non contribuable américain décède et j'hérite des actifs financiers suivants: un bien immobilier situé à l'étranger d'une valeur de 250 000, un compte-titre situé à l'étranger d'une valeur de 100 000, je dispose ensuite du bien immobilier et des titres. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, cet exemple illustre plusieurs aspects de la règle du 35-20. Premièrement, qu'au cours de l'année, donc par exemple, prenons l'exemple de 2022, dans l'exemple, il faut prendre en considération toute donation et tout héritage que vous avez reçu au cours de l'année. D'accord? Donc ici, dans cet exemple, on a une donation du père de 50 000 plus un héritage d'un compte-titre et d'un bien immobilier qui dépasse largement les 100 000 $. Donc, il faut déclarer les trois actifs et leur somme sur le formulaire 35-20. L'autre aspect, c'est aussi comprendre que le formulaire 35-20 n'est requis que quand la donation ou l'héritage provient d'une personne non américaine, qui n'est pas un contribuable américain. D'accord? Et donc, il faudra déclarer ces différents actifs. Si ensuite, je dispose de cet actif immobilier et les titres dans un temps assez court suite à l'héritage, quel est l'impact fiscal? Donc ici, sur les titres et sur l'immobilier, il faut payer des impôts aux États-Unis sur la plus-value réalisée des actifs que j'ai en dehors des États-Unis, que je dispose. Pour calculer la plus-value, il faut prendre le prix de vente, donc ici la valeur marchande, donc 250 000 pour le bien immobilier, 100 000 pour les titres, moins le coût d'acquisition. Lorsqu'on hérite de ces actifs, lorsque ces actifs rentrent dans son patrimoine, le patrimoine du contribuable, suite à un décès, on reçoit ce qu'on appelle un step-up in basis, c'est-à-dire qu'on prend la valeur de la date de décès de l'actif pour établir la plus-value. Donc, si on a vendu les actifs suite au décès de grand-père d'une façon assez immédiate, la probabilité est qu'il n'y a quasi aucune plus-value et donc aucun impact fiscal, mais à vérifier au cas par cas. Donc, le numéro 2, Jean-Philippe, j'attaque. Mon père, non contribuable américain, a acheté un bien immobilier situé à l'étranger en 1998 pour un prix d'achat de 100 000 $. En 2000, il m'a fait don d'un bien lorsque ce dernier avait une valeur marchande de 800 000. Maintenant, je vends le bien en 2022 lorsque la valeur est de 1 million de $. Que dois-je déclarer? Eh bien, sur le 35-20, il va falloir effectivement déclarer cette donation vu que nous dépassons les seuils. Par contre, comme tu l'as expliqué, il n'y a pas, et étant donné que là c'est une donation, il n'y aura pas de step-up in basis. Donc, on va reprendre la valeur de 100 000 $ et à la vente, lorsqu'on va déclarer la vente pour 1 million de $, au lieu de calculer la plus-value sur la valeur de l'appartement à la date ou du bien immobilier à la date où il nous a été donné, donc 800 000 $, on va repartir sur la valeur d'acquisition qui était de 100 000. Donc, on va payer un impôt sur 1 million moins 100 000, donc sur 900 000 $, et non sur 200 000, comme on pourrait le penser. Oui, donc pour déterminer la plus-value d'un actif, il faut comprendre comment est-ce que cet actif rentre dans le patrimoine du contribuable. Par le décès, typiquement, donc il y a toujours des exceptions à la règle, on reçoit un step-up. Quand on reçoit par donation, on n'obtient pas le step-up, ce qu'on appelle un carry-over basis, et on doit revenir en recul sur le contribuable précédent qui détenait l'actif
et identifier comment cette personne-là a acquis l'actif. Donc, si c'est un achat, comme dans l'exemple, c'est le prix d'achat. Si c'était une donation, il faudra peut-être remonter encore plus loin, voir grand-père, etc. Donc, il est très difficile d'identifier, enfin, ça peut être un cas assez dramatique si vous ne planifiez pas et que vous recevez des conseils d'un fiscaliste ou d'un avocat en France qui vous dit, voilà, pour des raisons fiscales en France, il est optimal de faire certaines donations, mais comprendre que ça peut avoir un impact assez conséquent aux États-Unis. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut mettre en place. Il est important de prendre conseil des deux côtés, dans le pays de source, la France, par exemple, et aux États-Unis. Donc, dernier point. Alors, mes parents non contribuables américains me font don de la nue propriété de leur part d'une SCI et la nue propriété est évaluée à 150 000 $. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Ici, 35-20, en effet, le fait qu'on reçoit la nue propriété, c'est quand même un actif qu'il faut déclarer suite à la donation et on dépasse les seuils puisque la nue propriété est évaluée. Donc, 35-20 à faire. Donc voilà, ça c'est un autre formulaire qu'il faut prendre en compte lorsqu'on a des donations et des héritages. Et si on ne remplit pas ces obligations déclaratives, les pénalités encourues peuvent être très, très importantes. Donc là, nous avons fait le tour du 35-20. On a une question qui a été posée, quelqu'un qui a hérité d'un terrain il y a 15 ans et qui le met en vente. Est-ce que la somme résultant de la vente relève du 35-20 ou bien seule la plus-value devra être déclarée? Alors attention, le 35-20 est à faire au moment, l'année où on perçoit l'héritage, donc l'année où on acquiert la propriété des biens. D'accord? Donc si vous étiez aux États-Unis il y a 15 ans, pour la personne qui a posé la question, eh bien, il aurait fallu faire le 35-20 à ce moment-là. Aujourd'hui, vous vendez le bien, la vente doit être déclarée via le 89-49 et le Schedule D. Voilà, le 35-20 n'a plus lieu d'être au moment de la vente. Sauf si, évidemment, tout est fait la même année. À ce moment-là, vous aurez un 35-20 et un Schedule D. Donc maintenant, continuons sur tout ce qui va être la détention de parts de société, parce que là aussi, souvent, on va retrouver beaucoup d'oubli. On va distinguer principalement deux types de sociétés. Les sociétés, les structures juridiques qui vont limiter la responsabilité des actionnaires et celles qui ne vont pas limiter la responsabilité des actionnaires. Et évidemment, pour chaque type de structure, il va falloir utiliser un formulaire fiscal différent. Donc, le 5471 et le 8621 vont être utilisés pour tout ce qui limite, pour toutes les structures qui limitent la responsabilité des actionnaires. Et le 8865 et 8858 vont être utilisés pour les sociétés, les structures juridiques dont les actionnaires n'ont pas de limitation de responsabilité. Voilà, nous allons rentrer en détail dans ces formulaires-là, et bien tout de suite. Oui, donc premier exemple, Jean-Philippe. Je possède 5% d'une société anonyme à l'étranger, donc en dehors des États-Unis. Celle-ci a pour activité la production et commercialisation de cosmétiques et produits de beauté à l'étranger. Elle génère un résultat net de 1 million en 2022. Les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains. Ils n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain. Que dois-je déclarer, Jean-Philippe? Eh bien, au niveau de ces formulaires-là, que ce soit là, donc on est déjà, si on a 4 formulaires, on va citer 4 formulaires, on va pouvoir en éliminer 2. Et il va nous rester le 5471 et le 8621. Mais là-dessus, pourquoi? Parce que c'est une société anonyme. C'est une société anonyme, donc à responsabilité limitée, effectivement. Étant donné que je détiens que la société est active a priori, puisqu'elle produit des produits de beauté, on va pouvoir éliminer le formulaire 8621, sur lequel on va revenir juste un peu plus tard. Et étant donné que je détiens moins de 10% du capital, qui cumulé avec d'autres obligations vont générer d'autres conditions peuvent générer l'obligation de production de 54,71, et bien là, je n'ai rien à faire. Par contre, attention, rien à faire au niveau du 54,71. Par contre, attention, la valeur de ces parts, pensez au 89,38, devra peut-être être déclarée dans le 89,38 si on dépasse les seuils. Voilà. Et si vous recevez aussi les revenus générés par cette entreprise, dividendes, il va falloir aussi les déclarer. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas déclarer d'autres choses ailleurs. Exactement. Là, c'est vraiment pour le 54,71, on n'aura rien à faire. Maintenant, Michael, on est dans la même situation, sauf que je détiens 51% de la SA.
Donc ici, j'ai le contrôle de la société et de ce fait, c'est une des catégories de contribuables qui doivent déclarer le 54-71. Et du fait d'un contrôle au-delà de 51%, cette société doit déclarer un nombre de choses, incluant le bilan de la société, différents revenus, et elle aussi, vraisemblablement, du fait que le contribuable est un contribuable américain qui détient plus de 51%, l'entité elle-même est classifiée de Controlled Foreign Corporation. C'est un régime d'imposition qui implique que potentiellement le résultat net de la SA peut être imposable par transparence, même s'il n'y a pas une distribution de dividendes vers le contribuable américain. Donc, il y a différents aspects là qu'il faut prendre en compte et à déclarer sur ce formulaire qui sont plus complexes. Mais nous voulons juste pour cette présentation que vous identifiez qu'il y a un formulaire et prenez contact avec un professionnel comme Jean-Philippe qui pourra vous accompagner dans la déclaration du formulaire 5471. Exactement, et juste pour préciser, cette taxation issue de la transparence, si la société est une Controlled Foreign Corporation, eh bien, s'appelle la Guilty Tax. Et là aussi, souvent, on n'y prête pas attention quand on va structurer ces activités. Mais attention, elle existe bel et bien. Et il faut répondre à cette obligation. On va pouvoir avoir des options pour la limiter son impact. Mais bon, voilà, il faut avoir en tête qu'elle existe. En effet, donc petit b, même situation que 1, sauf que mon père, non contribuable américain, détient 55% de la SA. Donc ici, j'ai 5% et mon père détient 55%. Et lui est non contribuable. Alors là, étant donné que mon père est non contribuable américain, il détient la majorité du capital et très certainement des droits de vote. À ce moment-là, nous ne sommes pas sur le cas d'une Controlled Foreign Corporation, donc on n'aura pas de problématique guilty tax. Cependant, il y a une notion qui existe avec l'IRS qui s'appelle le constructive ownership, par lequel, d'un point de vue conformité, donc d'un point de vue formulaire à établir, eh bien, l'IRS va considérer que j'ai les parts de mon père. Donc, en gros, pour les fins du calcul des seuils du 54-71, je vais avoir 5% plus 55%, donc 60%. Et à ce moment-là, je devrais remplir un 54-71. La différence avec le cas précédent est que comme la société n'est pas contrôlée par des contribuables américains, eh bien, la guilty tax ne va pas s'appliquer. Oui, et le point important à souligner, c'est que dans ce cas spécifique, donc pour le fait que mon père est non contribuable américain, les règles d'attribution familiale s'appliquent. Pour ce qui déclenche l'obligation déclarative du formulaire 5471 sous la catégorie 4, il y a plusieurs catégories de contribuables qui doivent déclarer, mais la catégorie 5, qui est la catégorie des Controlled Foreign Corporations, ne s'applique pas. Donc, il n'y a pas de guilty, de subpart of income et ces aspects techniques qui créent une taxation potentiellement par transparence. L'exemple C, donc Jean-Philippe, même situation. Donc ici, la différence, c'est que le contribuable est américain, détient 55%. Et ici, la seule différence, c'est que du fait qu'il soit contribuable américain, maintenant, le 54-71 est obligatoire, mais aussi c'est une CFC et à cette problématique-là, puisque plus de 50% de la société est détenue par des actionnaires qui sont américains. Tout à fait. Donc à ce moment-là, le 54-71 doit être rempli il y aura très certainement, enfin, c'est pas très certainement, c'est évident, une problématique guilty tax, voilà, qui va dépendre évidemment du résultat de la société. Rapidement, je lis pour toi, Jean-Philippe, des mêmes situations que 1, sauf qu'en 2022, donc j'ai 5% de la société et maintenant j'achète 6% d'actions supplémentaires pour un total de 11. Est-ce que ça déclenche une obligation 54-71 ? Effectivement. En fait, là, on va passer le seuil dont je parlais tout à l'heure, le seuil de 10% de détention du capital, puisqu'on va être à 11%. Et à ce moment-là, cette année-là, on va devoir remplir un 54-71. Après, il faudra définir si on devra continuer à le remplir tous les ans ou si on devra se limiter à
chaque année où il y aura un événement relatif au capital de la société ou à des distributions éventuelles de dividendes. Ça, c'est quelque chose qui se verra à l'avenir. Mais pour cette année-là, oui, il faudra remplir un 54-71. La société n'étant toujours pas sous contrôle américain, puisqu'on reste dans le cas numéro 1, eh bien, il n'y aura pas de problématique de guilty tax. Un contribuable américain qui possède 5% d'une société anonyme déclenche l'obligation de faire le 54-71 lorsqu'il fait une acquisition d'actions qui dépasse le seuil de 10 000 $, de 10%, pardon. Et dans ce cas spécifique, c'est le cas, donc il y a une obligation à faire, mais c'est peut-être spécifique à cette année-là. Une fois qu'il a 11%, l'année prochaine, s'il n'y a pas autre opération qui déclenche le 54-71, il est possible qu'il n'y ait pas de 54-71 à faire l'année prochaine. Mais à travailler avec votre comptable et vérifier les conditions et circonstances qui varient d'une année à l'autre. Exactement, ça, ce sera du cas par cas, évalué chaque année. Dernier point pour toi, Jean-Philippe, même situation que 1, parce que je vois qu'on approche le temps, donc je veux qu'on accélère un peu, même situation que 1, mais la SA détient une filiale à l'étranger en propriété exclusive. Est-ce que la filiale, elle, doit faire un 54-71 ? Est-ce qu'on doit se soucier des filiales ? Comment ça se passe, Jean-Philippe ? En fait, la question sous-jacente est est-ce que je dois déclarer mes détentions de sociétés de manière indirecte, toutes les sociétés que je vais détenir de manière indirecte. Eh bien, si la société dans laquelle j'ai 5% détient 100% d'une filiale, ça revient à dire que j'ai 5% du capital de la filiale. Donc là, on n'aura pas de problématique de 54-71 pour la filiale. Si par contre, je viens à dépasser le seuil des 10%, eh bien, et donc que la filiale est détenue à 100%, ça veut dire que j'ai 10% de la filiale. Donc là, très probablement, on aura un 54-71 à établir. Voilà, donc, maintenant, oui, Michael, donc, je possède 5% d'une société à responsabilité limitée à l'étranger. Celle-ci détient divers investissements mobiliers et immobiliers à caractère passif qui génèrent seulement des revenus passifs. Par exemple des intérêts, des dividendes ou des revenus fonciers. Les autres actionnaires sont tous des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain. Qu'est-ce que je dois faire là ? Donc ici, c'est une entité, une société à responsabilité limitée. Donc n'oubliez pas, le premier point de l'analyse, c'est est-ce que les actionnaires ont une responsabilité limitée ? En effet, oui. Donc c'est une entité qui est classifiée du point de vue des autorités fiscales américaines comme une foreign corporation et qui répond soit du formulaire 54-71 ou 86-21. Ici, c'est une entité qui a une activité à caractère passif qui génère seulement des revenus passifs et donc typiquement répond à la définition de ce qu'on appelle un PFIC, un Passive Foreign Investment Company, qui répond au formulaire 86-21. Et donc ici, même s'il n'y a pas de seuil déclaratif, que je détiens 1% de la société, 10, 15 ou 20, le fait qu'elle remplit les conditions d'un PIFIC, c'est une entité à l'étranger qui a des revenus à caractère passif et des actifs passifs, on doit déclarer cette entité sur le 86-21 en présumant que ce n'est pas non plus une CFC ou une entité qui serait classée comme une 54-71 d'autre part. Donc 86-21 dans ce cas-là, Jean-Philippe. Je possède 0,002% de part d'une société civile de placement immobilier, SCPI, à l'étranger. C'est un cas qu'on voit souvent chez nos clients. Exactement. Alors, déjà, on va avoir deux obligations. La SCPI va faire remonter ses revenus dans votre déclaration. Il faudra déclarer vos revenus fonciers de SCPI dans votre déclaration de revenus. Mais pour les fins de cette slide, nous sommes sur comme sur le cas 2, sur un placement qui va être totalement passif. Puisque c'est un placement foncier pour lequel vous n'avez aucune activité pour générer le revenu, eh bien, à ce moment-là, on va considérer aussi ces parts de SCPI comme un PIFIC. Il faudra les déclarer sur le 86-21. D'accord. Et dernier point, une SCI, donc là, je possède 8%, elle génère un résultat net de 100 000, je suis un investisseur passif et tous les autres actionnaires sont des personnes physiques non contribuables américains et n'ont aucune relation familiale avec le contribuable américain.
Donc, on reprend l'analyse. Une SCI, alors typiquement, les actionnaires n'ont pas une responsabilité, elle est dite indéfinie. Donc, de ce fait, on part plutôt sur soit le formulaire 88-65 ou 88-58, qui est la classification fiscale d'une entité aux États-Unis qu'on appelle un Foreign Partnership ou un Foreign Disregarded Entity, ça c'est le 88-58. Et donc ici, vu que j'ai 8% et qu'il y a plus qu'un membre, ça va être classifié comme un Foreign Partnership et potentiellement j'aurai un 88-65 à faire. Il y a différentes catégories de personnes qui doivent déclarer le 88-65 en fonction du montant d'actions que j'ai, mais aussi les attributions familiales de personnes étrangères peuvent s'appliquer. Dans l'exemple ici, il ne s'applique pas, mais peuvent s'appliquer. Donc, il faut étudier ces relations familiales pour déterminer si j'ai un 88-65 à faire dans ce cas de figure. Si maintenant, le même exemple, j'avais les 100% des parts d'une SCI, cette entité serait classifiée comme une entité qui est non existante du point de vue fiscal et le formulaire approprié serait le 88-58. Donc ça, c'est 100% d'actionnariat. Encore une fois, il faudra vérifier si vous remplissez les autres conditions de ce formulaire et de déterminer si vous devez le remplir. Donc voilà, je pense que ça conclut les informations sur ces différents formulaires qui visent à déclarer les entités que je possède à l'étranger en tant que contribuable américain et d'aussi déclarer potentiellement les revenus et les résultats nets de chacune de ces entités potentiellement sur ces déclarations. Donc, il va falloir qu'on accélère, qu'on passe vite si on veut garder un peu de temps pour les questions et notamment, je crois que vous voulez parler de la question de… Ouais. Je vous laisse continuer là-dessus, mais il faut qu'on aille assez vite pour pouvoir prendre le plus de questions possible, ou au moins quelques questions, il y en a beaucoup. Oui, donc super, en effet, Michael. Donc en effet, le but ici de la présentation, c'est de donner certaines informations. J'espère qu'elles étaient utiles sur vos obligations fiscales en vue du délai qui approche. Mais pour ceux qui ont identifié des problématiques fiscales sur les années précédentes, on voulait juste vous informer qu'il y a des pénalités qui peuvent être plus ou moins importantes vis-à-vis de la situation de chaque contribuable. Pour les FBAR, quand il y a un formulaire qui est omis ou qui est incomplet, les pénalités varient en fonction du degré de la faute. Voilà, si c'est une faute délibérée, donc un acte volontaire, et donc ça, c'est vraiment défini au sens large, et je vous conseille fortement de faire appel à un avocat fiscaliste pour déterminer si vous avez fait une faute délibérée ou non délibérée. Souvent, ce n'est pas facile à identifier. En cas de faute délibérée, les pénalités peuvent être 100 000 $ ou 50% des montants non déclarés dans les comptes bancaires. Donc, c'est des pénalité très importante. Si la faute est non délibérée, le maximum, par contre, omis sur chaque FBAR chaque année est de 10 000 $. Maximum, ça pourrait être moins. Et puis, bien sûr, si vous avez une explication, un motif raisonnable qui arrive, bien sûr, qui résulte à la non-conformité de votre dépôt de FBAR, vous encourez potentiellement 0 pénalité. Encore faut-il avoir gain de cause sur un motif raisonnable et ça peut varier de différentes problématiques. Voilà, j'avais des conditions médicales qui m'ont empêché de faire ma déclaration d'impôt. J'ai eu un mauvais conseil d'un professionnel qui m'a dit que je ne devais pas faire le FBAR alors que je devais le faire et que je lui ai donné toutes les informations nécessaires. Donc, il y a différents motifs raisonnables. L'omission du 35-20, ici, est de 5% du montant de la donation ou de l'héritage pour chaque mois de retard jusqu'à un maximum de 25, sauf si le contribuable, encore une fois, a un motif raisonnable. Donc, pour une donation d'1 million de $, 25%, c'est des montants très conséquents si on oublie de déclarer cette donation ou cet héritage sur son 35-20. Un autre exemple, c'est les différents formulaires dont on a parlé pour déclarer les sociétés. Donc ici, c'est 10 000 $ pour chaque omission du formulaire en question, sauf si on peut démontrer un motif raisonnable. Donc pour certains de nos clients qui ont des activités en Europe ou en dehors des États-Unis, à travers une holding qui ensuite a de nombreuses filiales qui doivent remplir le 5471, le 8865 sur tout le groupe du groupe opérationnel en Europe, peut se trouver dans des situations assez dramatiques assez rapidement parce que c'est non seulement 10 000 $ par formulaire, mais aussi sur les différentes années où il y a des manques. Donc, ça peut augmenter assez rapidement. Et d'autant plus, on a parlé beaucoup des formulaires à déclarer vis-à-vis de vos obligations déclaratives, mais n'oubliez pas
que vous avez l'autre obligation majeure, c'est de déclarer vos revenus dans le monde entier. Et donc, si vous n'avez pas déclaré vos revenus liés à ces différents actifs financiers, il y a un nombre de pénalités que je ne vais pas parcourir ici, mais qui pourraient encore s'appliquer au-dessus de ça, en fonction des revenus non déclarés de ces entités. Prochaine slide. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans une situation de non-conformité, c'est bien que vous l'ayez identifié avant que l'IRS ait pris le contact avec vous. Donc, ça veut dire que vous avez le temps de réfléchir à la bonne situation. Sachez qu'aujourd'hui, l'IRS a divers programmes de divulgation volontaire des actifs financiers, de revenus en dehors des États-Unis qui sont à la disponibilité de contribuables qui sont en non-conformité. Comprendre que chaque programme a des avantages, désavantages et qu'il n'y a pas un programme spécifique pour tout contribuable. Chacun a des problématiques spécifiques, des circonstances particulières et il faut travailler avec des professionnels qui peuvent vous guider dans la meilleure procédure. Typiquement, ces procédures de régularisation ont pour but de minimiser et de réduire l'impact des pénalités potentiellement encourues si vous avez comparé à un contrôle des autorités fiscales américaines. L'autre aspect de l'étude, et ça c'est ce qu'on offre à nos clients en tant qu'avocat fiscaliste au sein du cabinet Carlton Fields et avec l'aide de Jean-Philippe, c'est de déterminer la conduite du contribuable. Parce qu'en fonction de la conduite, si elle est délibérée, non délibérée, ou si vous avez un motif raisonnable, vos solutions peuvent varier de façon importante. Et donc ça, c'est un point, un aspect de l'analyse juridique qui est clé à identifier. Par exemple, j'ai parlé du formulaire Schedule B tout à l'heure, où je remplis mes intérêts, mes dividendes, et la partie 3 demande est-ce que j'ai rempli la bonne case qui demande est-ce que j'ai une obligation FBAR, est-ce que j'ai les comptes. Souvent, les contribuables américains qui ont cette question-là l'oublient et ne répondent pas. Donc, ça pourrait être un indice qui démontre potentiellement une faute délibérée. Mais il faut regarder les conditions totales du contribuable pour déterminer si c'est une faute délibérée. Un autre exemple, c'est la loi FATCA. Qu'est-ce que la loi FATCA? La loi FATCA, c'est un dispositif de loi américaine qui oblige les institutions financières à l'étranger de déclarer des informations pertinentes de leurs contribuables, de leurs clients qui sont contribuables américains. Ils doivent identifier des indices d'américanité. Par exemple, est-ce que j'ai une adresse aux États-Unis? Est-ce que j'ai un téléphone aux États-Unis? Est-ce que je fais des virements bancaires vers les États-Unis? Une fois que la banque prend connaissance de ces différents indices, ils doivent vous contacter et vous demander tout simplement est-ce que vous êtes contribuable américain ou vous ne l'êtes pas. Deux formulaires clés, le W8-BEN et le W9. Le W9, c'est celui où je dis à la banque étrangère je suis contribuable américain. Le W8, je ne le suis pas. En fonction de votre réponse, la banque, selon ses lois FATCA, a des obligations de divulguer, de communiquer certaines informations pertinentes vis-à-vis du contribuable américain aux autorités potentiellement du pays de source, donc en France, en Belgique, etc., où il y a une convention FATCA qui existe, et puis ensuite aux autorités fiscales américaines. Donc, si on vous demande ces informations et que vous ne répondez pas à cette demande, ça peut créer des problèmes importants. Pourquoi? Parce que ça peut augmenter votre risque d'audit, puisque les autorités américaines maintenant peuvent avoir certaines informations sur vous vis-à-vis de la non-déclaration de vos comptes bancaires. Ils ont simplement à vérifier si vous avez fait les FBAR, si vous avez rempli vos 8938, vos 5471, et si vous ne l'avez pas fait, ils peuvent vous contrôler. Donc, ça augmente le risque de contrôle. L'autre aspect, c'est que si vous ne répondez pas à cette demande dans les temps ou de façon réfléchie, ça pourrait être déterminé comme un indice de faute délibérée de ne pas avoir répondu. Et donc, si vous êtes considéré sous audit ou contrôle des autorités fiscales comme une personne qui a agi délibérément, vos pénalités encourues peuvent être beaucoup plus importantes que si vous êtes non délibéré. L'autre aspect de l'analyse, c'est de comprendre qu'il y a une prescription de droit à l'IRS de vérifier votre situation, que ce soit le formulaire 1040, FBAR, 5471, etc. Juste pour vous donner un exemple, si vous ne remplissez pas le formulaire 5471 ou 8938 parce qu'il est omis, la prescription de droit à l'IRS de vérifier votre situation ne s'écoule jamais. Ça veut dire qu'ils peuvent revenir de façon indéfinie et vous contrôler sur ces informations. Donc, il faut réfléchir aussi à cela et prendre tout ça en considération pour évaluer quelle est la meilleure procédure pour vous. Bien sûr, prendre conseil auprès d'un avocat, d'un comptable spécialiste comme Jean-Philippe si vous vous trouvez dans cette situation. Le conseil que j'ai pour vous, si vous êtes dans cette situation,
n'oubliez pas qu'il y a une confidentialité des communications avec votre avocat qui n'existe pas avec d'autres personnes. Donc, parlez à un avocat. Et deuxièmement, réfléchissez, vous avez le temps de réfléchir, vous n'êtes pas sous contrôle. Donc, il y a des solutions et on peut vous accompagner dans la réflexion de ces solutions-là. Donc, question-réponse, Emmanuel. Merci, on va aller très vite parce qu'on a largement, on est arrivé au terme de l'heure, mais on avait promis qu'on prendrait des questions, donc on va le faire. On peut arrêter peut-être le partage et on remettra les contacts tout à l'heure parce que le plus important, c'est que vous puissiez contacter à la fois Michael et Jean-Philippe et vous pourrez le faire de toute façon. Vous allez recevoir un email si vous êtes inscrit à ce Zoom. Avec toutes les coordonnées et les manières de pouvoir les joindre. Très rapidement, Paul, qui a hérité d'un terrain il y a 15 ans, le met en vente. Est-ce que la somme résultant de la vente relève du 35-20 ou bien seule la plus-value devra être déclarée? Ça, c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure là, en live parce que je l'avais lu. En fait, lors de l'héritage, il aurait dû déclarer, s'il était aux États-Unis, évidemment, l'année de l'héritage, il aurait dû déposer un 35-20. Et puis, l'année de la vente, là, il n'y a plus de 35-20, puisqu'il a déjà la propriété du bien. Il va déclarer la vente du bien via le schedule D et le 89-49. Et Emmanuel, il y a une question ici que je trouve pertinente, qui est souvent mal comprise. Je vais la lire. IRS Form 8938, donc 8938. Dois-je inclure les comptes au nom de mes parents? Ils vivent en France, sont très âgés et donc j'ai une procuration sur leur compte. Je sais que je dois le mentionner sur le FBAR. Donc en effet, il y a une différence entre le 89 et 38. Typiquement, le 8938, c'est détention directe. On a fait un exemple où il y avait détention indirecte. Et non, si vous avez un mandat, pas sur le 8938. Bien sûr, faites attention à vos seuils si vous remplissez les seuils déclaratifs, mais sur le FBAR, vous devez le déclarer. Donc, c'est une distinction à mentionner. Une question de Thierry qui a plusieurs comptes dans une même banque pour un total de 400 K et qu'il déclare. Il demande s'il doit itémiser chaque compte et sa valeur ou est-ce que le reporter le total suffit? Effectivement, il faut itémiser chaque compte puisque si vous regardez les instructions et puis même les cases des formulaires 8938 et FBAR, il est demandé les numéros de chaque compte. Donc, il faut bien itémiser chaque compte et indiquer les soldes maximum. D'ailleurs, en solde maximum, on ne l'a pas abordé, mais c'est vraiment le solde maximum journalier sur l'année. Parce que souvent, les gens vont prendre le solde maximum, relevé bancaire, on prend la fin du mois, le solde en fin de mois, et puis ça y est. Ouais. Non, il faut faire tous les plus et les moins. C'est un peu fastidieux, mais… S'il y a un transfert d'une seconde, par exemple, on le voit souvent, je vends un bien immobilier en France, je dépose la valeur du cash de la vente sur mon compte bancaire à l'étranger pendant une seconde, et puis je le rapatrie en France. Peut-être que ce dépôt d'une seconde augmente la valeur sur ce compte et donc oblige une déclaration FBAR ou potentiellement 8938. C'est ça. Colline dit qu'elle vit aux États-Unis depuis 2008, mais n'a commencé à remplir le FBAR que depuis 2017, simplement parce qu'elle n'était pas au courant. Est-ce qu'il faut régulariser? Alors, on peut en parler. Encore une fois, je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas, c'est de prendre contact suite à la conférence pour des raisons de confidentialité. Il est préférable de prendre contact avec nous si vous êtes identifié dans une situation de non-conformité. Donc, en effet, il faut identifier la date de début de votre résidence fiscale américaine. Quand est-ce que vous êtes devenu contribuable américaine? Parce que c'est à ce moment-là que vos obligations fiscales ont débuté. Et donc, il faut voir ce que vous avez fait. Mais n'oubliez pas qu'il y a des solutions et on peut vous aider, donc ne vous inquiétez pas. Pierre-Yves qui dit, face à toutes ces complications déclaratives, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de transférer valeur et investissement vers les US? C'est une solution. La question étant, les transferts seront-ils taxés? Alors, Michael, tu veux y aller? Oui, juste pour information, notre cabinet, nous offrons un conseil qui s'appelle le conseil fiscal prémigratoire. Donc, on essaye d'obtenir un contact avec le client étranger avant de venir aux États-Unis parce que tant que vous n'êtes pas contribuable américain, nous pouvons restructurer votre patrimoine à l'étranger sans avoir d'impact fiscal aux États-Unis. Une fois que vous arrivez aux États-Unis, on a potentiellement optimisé votre situation et certaines stratégies, par exemple, visent peut-être à réduire vos obligations fiscales, les rendre plus simples,
réduire les impacts fiscaux sur différents actifs où il y a potentiellement une double, voire triple imposition, parce que même s'il y a une convention fiscale entre la France, les États-Unis, la Belgique, le Canada, la Suisse, etc., ça ne veut pas dire qu'un actif comme un contrat d'assurance qui se situe en France, qui est exempt d'imposition sur les sous-investissements de plus-value, n'est pas aussi imposable aux États-Unis et de façon très punitive. Donc, le moment de clôturer tout ça, ça peut impliquer des impacts fiscaux très importants. Donc oui, il y a certaines choses qu'on peut faire, un conseil qu'on vous offre pour optimiser votre situation et on peut vous aider à ce niveau-là. Michael, juste petit point là, tu faisais référence aux assurances vie, que effectivement les assurances vie françaises qui sont taxées de manière très punitive aux États-Unis. Et comme tu le disais à juste titre, ça n'est pas parce que les revenus tirés d'un actif ne sont pas imposés dans son pays d'origine qu'ils ne le seront pas aux États-Unis. Exemple type, l'assurance vie, mais aussi les PEL, les livrets A, ces choses-là qui en France ont des intérêts qui ne sont pas taxés, eh bien ils sont taxables aux États-Unis. En effet. Une dernière question. Juste une question très facile pour finir. Est-ce qu'une personne pacsée, demande Alice, pacsée ou en domestic partnership est considérée comme célibataire par l'administration fiscale américaine? C'est une bonne question. Si elle est reconnue en tant que contribuable américaine et que son mariage est reconnu sous la loi américaine, elle devrait le déclarer comme mariée. Et ça, c'est une question. Ce ne sera pas le cas d'un pacte puisque le pacte n'est pas reconnu comme mariage aux États-Unis. C'est une question qui doit être posée à votre avocat qui spécialise en droit de la famille parce que la définition de mariage varie d'un État à l'autre, premièrement, mais elle est aussi prise en compte avec la définition fédérale sous le code fiscal. Je préfère laisser cette question à un avocat qui spécialise en droit de la famille pour répondre à cette spécificité. Alors, cette fois, la vraie dernière, Anne qui nous dit « Je rentre en France, quid des plus-values d'un portefeuille d'actions aux États-Unis? Faut-il déclarer en France ou aux États-Unis » Alors, tout va dépendre de votre statut vis-à-vis des États-Unis. Êtes-vous américaine? Êtes-vous green card? Que va-t-il se passer? Si vous êtes américaine ou green card, enfin considérée comme contribuable américaine, eh bien oui, il faudra déclarer aux États-Unis, il faudra aussi déclarer en France parce que la France impose sur les revenus mondiaux. Si vous êtes considérée comme non résidente, eh bien normalement c'est très simple, l'institution financière à la vente des actions va faire une retenue à la source en tant que non résidente, une retenue côté américain, et puis après vous déclarez les capital gains que vous avez fait. Et en France, évidemment, il vous demandera un crédit d'impôt en France équivalent aux impôts américains que vous aurez payés. Mais attention, ça ne s'applique que si vous vendez les actions. On ne va pas vous imposer sur de la plus-value latente. Très bien. Et un point à rajouter, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais la règle générale, c'est qu'il faut déclarer tout ce que vous avez aux États-Unis, mais n'oubliez pas qu'il y a la convention franco-américaine qui peuvent éviter, qui résultent de son application à éviter une double imposition, mais il faut faire des démarches affirmatives sur sa déclaration d'impôt aux États-Unis. Il faut faire une demande affirmative d'appliquer la convention pour obtenir les bénéfices de la convention fiscale si elle s'applique à vous. Très bien. Merci à tous les deux encore. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes vos questions, mais j'ai la solution pour ça. Deux choses. Évidemment, la première, c'est de pouvoir contacter Michael ou Jean-Philippe ou les deux, ce qui vous permettra de pouvoir exposer vos cas plus en détail et donner les détails personnels qu'on ne peut pas forcément donner dans ces questions. Donc, n'hésitez pas. Jean-Philippe, il y a peut-être une slide à montrer pour les contacts. Alors, oui, je vais partager ça, ou sinon… Ouais, la première. Sinon, vous les retrouverez de toute façon dans l'email que vous recevrez si vous êtes inscrit, dans les articles qu'on publie sur French Morning. Voilà, tout est là, sous vos yeux. Et par ailleurs, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous répétez que donc, French Morning a publié à la fois un article sur les nouveautés en vue de la déclaration de cette année et un guide
à télécharger, qui est gratuit, qui fait le tour de toutes ces questions. Donc, si vous avez envie d'en lire encore un peu plus sur le sujet, vous pouvez le faire. Ça fait une 60aine de pages, c'est très bien fait et très concis et vous allez pouvoir avoir plein d'infos là-dessus. Vous le retrouvez sur la homepage de frenchmorning.com. Et voilà, Michael, Jean-Philippe, leurs coordonnées, tout est là. Merci encore à tous. Merci à tous les deux d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à tous. À tous. À très bientôt.